L'histoire commence lorsqu'un premier Kaiju intergalactique envahit la Terre. Malheureusement, ce n'était que le début car un flot incessant de Kaiju apparut bientôt pour anéantir l'humanité. Pour contrer cette menace de fin du monde, l'humanité rassembla son meilleur personnel et sa meilleure technologie de chaque nation et établit la force de défense anti-Kaiju appelée Herd. Cette force rencontra un certain succès, mais les dégâts étaient encore lourds, et la guerre s'éternisait sans fin en vue. Jusqu'à ce qu'un jeune sauveur émerge. Notre protagoniste s'appelle Tetsuo, et il regarde d'autres enfants jouer. Il est très timide, et il s'enfuit quand il lui demande s'il veut se joindre à eux. Un jour, Tetsuo tombe par hasard sur un robot qui proteste contre la violence envers les robots. Il veut que ses droits en tant que robot soient reconnus, et il refuse de s'auto-détruire. Le chercheur principal arrive, et les autres lui disent qu'ils ne peuvent pas entrer dans le laboratoire. Son nom est Kojika, et le robot dit que ce type est le principal problème. Kojika veut qu'il se précipite sur le Kaiju et qu'il s'auto-détruise. Kojika ne le nie pas, et il rappelle au robot qu'il n'est qu'un prototype. Ils l'utiliseront comme une bombe autonome pour se débarrasser des Kaiju. Il n'y aura pas de victimes humaines, alors il appelle cela une grande innovation. S'ils peuvent produire en masse plus de ces robots, cela changera la donne dans leur combat contre les Kaiju. Le robot dit qu'il veut juste vivre, et Tetsuo est clairement inquiet. Juste à ce moment, les alarmes de la ville se font entendre alors que les Kaiju attaquent. Les chercheurs courent pour sauver leur vie, mais Tetsuo reste pour parler avec le robot. Kojika est également resté parce qu'il veut tester un robot qu'il appelle Snowman. Malheureusement, on l'informe que son fils est monté à bord de Snowman et en a pris le contrôle manuel. De retour avec Tetsuo, nous voyons qu'il est à l'intérieur du robot et qu'il lit le manuel d'instruction. Snowman perd la raison car il ne comprend pas ce qui se passe. Il dit à Tetsuo qu'il ne devrait pas être ici parce que c'est trop dangereux. À proximité, Kojika explique qu'il n'y a rien à craindre car il n'a ajouté le cockpit qu'à des fins d'entraînement. Snowman est impossible à contrôler, et Tetsuo devrait être un génie pour le piloter. Malheureusement pour eux, Tetsuo est un génie, et il prend le contrôle du robot. Snowman le supplie d'arrêter car il y a un risque qu'il explose. Tetsuo lui dit avec confiance de ne pas s'inquiéter car il fera en sorte qu'il n'ait pas à perdre la vie. Les chercheurs sont alors stupéfaits lorsque Tetsuo emmène Snowman dans les airs. Kojika ne comprend pas ce qui se passe, et il réalise seulement maintenant que Tetsuo est un génie. Des heures plus tard, un reportage dit que quelque chose d'incroyable vient de se produire. Un robot encore en développement a abattu un Kaiju à lui seul. Ce qui rend cela encore plus incroyable, c'est que le pilote du robot n'a que 9 ans. Kojika révèle au monde que c'était son fils, et que le robot qu'il a utilisé peut aussi exploser. Les gens sur les réseaux sociaux les appellent des sauveurs, et ils veulent tous savoir si le duo continuera à participer à la bataille. Kojika change complètement sa position antérieure car il ne veut pas gâcher cette opportunité. Il dit, bien sûr qu'ils continueront à se battre, et il déclare que Snowman n'est pas une sorte de bombe jetable. Pendant ce temps, Tetsuo fait une crise de panique absolue parce que tout le monde le regarde. Au fil du temps, Tetsuo continue de se faire un nom. Ses actes héroïques sont devenus plus courants, et nous voyons qu'il a grandi. Snowman a reçu plusieurs améliorations, et la guerre est sur le point d'entrer dans sa phase finale. Tetsuo a dominé les Kaiju, et tout le monde est sûr que leur sauveur apportera la paix à l'humanité. 10 ans plus tard, nous trouvons Tetsuo sur un croiseur intergalactique. Il lit un livre sur les 777 étapes pour se faire des amis. Avant qu'il ne puisse lire la première étape, une annonce explique qu'ils sont à 40 minutes de la bataille finale. Tetsuo est appelé et on lui demande de monter à bord de Snowman. En chemin, des filles lui disent qu'elles comptent sur leur sauveur. Tetsuo dit qu'il fera de son mieux, et il part se préparer. Il se lance dans l'espace, et il dit à Snowman qu'il l'appelle désormais Yukio, pour le laisser monter à bord. Yukio est vraiment déçu car il voit que Tetsuo a encore une fois fui l'interaction humaine. Tetsuo aimerait être resté calme en parlant aux filles, et il n'arrive pas à croire qu'il est un tel loser. Il n'a toujours pas appris à parler aux gens parce qu'il a passé toutes ces années de formation à combattre des Kaiju. Yukio lui dit de ne pas abandonner et de continuer à essayer de se faire des amis. Tetsuo dit qu'il va bien parce qu'il a Yukio, mais Yukio fait remarquer qu'il dit cela depuis 10 ans. Tetsuo explique que se faire des amis n'est pas facile car il faut d'abord franchir 777 obstacles. C'est selon le livre intitulé « Comment même un Kaiju peut se faire des amis », alors Tetsuo dit qu'il est trop tard pour lui. Juste alors, le capitaine de Tetsuo, nommé Mist, informe notre héros de la situation. Leur vaisseau va bientôt arriver à la horde de Kaiju. Une fois qu'ils engageront la cible, Tetsuo se séparera du vaisseau, et le vaisseau se dirigera vers le centre de la horde. Ils tireront leur laser infini qui peut déchaîner des dégâts sur un rayon de 1000 km. Ce faisant, ils anéantiront toute la horde de Kaiju. Le problème principal est le temps qu'il faudra pour atteindre le point de lancement, c'est là que Tetsuo entre en jeu. Yukio dit à tout le monde de ne pas s'inquiéter car lui et Tetsuo vont faire des ravages. Ils attireront l'ennemi près d'eux et élimineront les SEM. Leur réunion se termine, et Tetsuo réalise qu'il a encore gâché une interaction humaine. Au lieu de dire « oui madame » comme une personne normale, il a simplement dit « oui ». Yukio n'est pas inquiet pour cela car il veut juste rentrer chez lui avec une victoire.
Leur rêve est sur le point de se réaliser, et ils doivent juste accomplir cette mission. Juste alors, leur plaisir prend rapidement fin alors que plusieurs Kaiju sont apparus. Le reste de l'équipage est horrifié car il y en a tellement. Il y a une mer sans fin de Kaiju, et ils sont tous énormes. On dit à tous les membres d'équipage qu'il est temps que la mission commence. Tetsuo marque une pause et se rappelle qu'il veut devenir quelqu'un de valeur. Yukio l'appelle et lui dit que l'ennemi est arrivé. L'attitude de Tetsuo change complètement, et il déclare avec confiance qu'il est temps d'y aller. Ils sont prêts, alors Tetsuo active son stylo 7 épées. Leur attaque laisse tout le monde stupéfait car ils ont éliminé plusieurs Kaiju d'un seul coup. Mist rappelle à tous que Tetsuo est leur sauveur, et elle est sûre qu'ils vont gagner. Ils arrivent finalement au point de lancement, alors Mist dit à tout le monde qu'il est temps de sauver leur planète. Ils se préparent à tirer le laser infini, et cela forme une gigantesque boule d'énergie devant leur vaisseau. Mist ordonne de tirer, mais tout le monde est choqué lorsque leur attaque disparaît simplement. Malheureusement, on annonce à Mist que leur système laser vient de planter, et que le laser infini ne peut pas être tiré. Mist ne comprend même pas ce que cela signifie car cela n'est jamais arrivé auparavant. Elle se calme et déclare qu'ils doivent passer au plan B. Ils résisteront à l'attaque des Kaiju et rappelleront Tetsuo et Yukio. Malheureusement, cela n'arrive pas car le vaisseau commence à s'arrêter. Tout le système d'attaque et les générateurs de boucliers ne répondent plus. Les choses prennent une tournure très sombre car les défenses du vaisseau ont été complètement anéanties. Mist ne peut que regarder avec terreur alors que les Kaiju s'écrasent sur le vaisseau. L'équipage est traîné dans l'espace, et Mist crie alors que sa vie prend fin. Tout cela se passe en un éclair, et Tetsuo est stupéfait alors que le vaisseau explose. Yukio n'en croit pas ses yeux non plus, et il se demande si cela signifie que l'humanité a perdu. Tetsuo dit à Yukio de se calmer pour qu'il puisse retourner au vaisseau. S'il reste ne serait-ce qu'une personne en vie, ils doivent la sauver. Yukio est toujours inquiet, mais Tetsuo déclare que la mission n'est pas encore terminée. Ils continueront à se battre, et ils vaincront le reste des Kaiju ensemble. Des heures plus tard, nous voyons que Tetsuo est complètement épuisé, et ils ont éliminé plusieurs Kaiju. Malheureusement, ils sont bien trop nombreux, et un nombre incalculable d'entre eux reste encore. Yukio a subi de graves dégâts, et il a même perdu un bras maintenant. Yukio commence à perdre espoir car il réalise qu'il n'y a tout simplement aucun moyen pour eux de gagner. Tetsuo n'a d'autre choix que d'être d'accord avec lui, et il dit qu'ils ont donné le meilleur d'eux-mêmes. La seule chose qu'ils peuvent faire est de réduire le nombre de Kaiju à un nombre gérable pour les forces survivantes sur Terre. Ils y parviendront en activant le mécanisme d'autodestruction de Yukio. Tetsuo déteste cela car il avait promis que Yukio n'aurait jamais à le faire. Cependant, ils n'ont pas d'autre choix. Ils sont tous les deux d'accord, alors Tetsuo dit qu'il est temps pour eux de sauver la Terre ensemble. Alors que les Kaiju attaquent le corps de Yukio, il prend la situation à la légère. Il plaisante avec Tetsuo en lui faisant remarquer qu'au final, il n'a jamais réussi à se faire un seul ami. Tetsuo ne veut pas être moqué en ce moment car il cherche la commande d'autodestruction. De plus, il se moque de finir sa vie sans un ami humain car il a encore Yukio. Yukio se demande s'il n'a vraiment aucun regret, et Tetsuo dit qu'il n'en est pas sûr. Il repense à plusieurs moments de sa vie et à la façon dont il a passé la majeure partie de son temps à combattre des Kaiju. À un moment donné, cela ne lui a plus fait de mal de voir d'autres personnes avec des amis. Il a cessé de s'en soucier il y a quelque temps, alors il dit à Yukio qu'il va bien maintenant. Il remercie ensuite Yukio d'être resté avec un type comme lui tout ce temps. Yukio est également reconnaissant car Tetsuo le voyait comme plus qu'une simple bombe et lui a donné un nom. Tetsuo remarque que Yukio est soudainement devenu silencieux, et il est choqué par ce qui se passe ensuite. Yukio reprend le contrôle total de lui-même et explique qu'il se sent coupable de quelque chose. Tetsuo essaie désespérément de reprendre le contrôle car il sait ce que Yukio s'apprête à faire. Yukio explique que son crime était de voler Tetsuo en le forçant à passer les 10 dernières années à ne pas vivre une vie normale. Yukio se blâme d'avoir forcé Tetsuo à combattre les Kaiju avec lui et rien d'autre. Tetsuo dit désespérément qu'il est heureux avec Yukio, et qu'il ne choisirait d'être avec personne d'autre. Il supplie Yukio de lui rendre les commandes, mais il est trop tard. Yukio a activé la capsule d'évacuation d'urgence pour Tetsuo, et un compte à rebours commence. Yukio déclare qu'il ne pourrait jamais laisser Tetsuo mourir parce que Tetsuo était celui qui lui a donné la vie. Le compte à rebours se termine, et Tetsuo est lancé en sécurité dans la capsule d'évacuation. Il crie vers Yukio, sachant qu'il n'y a rien qu'il puisse faire. Yukio révèle que son véritable rêve est que Tetsuo retourne sur Terre et vive enfin une vie heureuse. Il dit qu'il veut qu'il se fasse beaucoup d'amis, et Tetsuo se met à pleurer. Il dit à Yukio de ne pas s'inquiéter, et il promet de se faire au moins 100 amis. Yukio dit qu'il est soulagé, et ses mots s'avèrent être ces derniers. Son autodestruction s'active, et elle anéantit la horde de Kaiju. Un moment plus tard, la capsule désactive le sommeil cryogénique alors que Tetsuo est arrivé à destination. Son emplacement actuel est la région de Tokyo au Japon. L'écran que Tetsuo regarde révèle qu'il a été en sommeil cryogénique pendant 8 ans. Tetsuo est horrifié d'apprendre cela car cela signifie que cela fait 10 ans qu'il a quitté la Terre. Il est techniquement un adulte même s'il n'a pas vieilli,
et il se demande s'il pourra se faire des amis comme ça. Tetsuo élabore un plan, qui est de s'enfermer dans sa pièce en isolement total. Ainsi, il pourra passer du temps à recueillir des informations sur le nouveau monde avant de sortir pour se faire des amis. Tetsuo quitte la capsule, et il est choqué quand une énorme foule commence à l'acclamer. Ils l'appellent leur sauveur, et ils disent tous qu'ils veulent être amis avec lui. Tetsuo ne pourrait être plus heureux, et il dit à Yukio qu'il a tenu sa promesse. Cela s'avère n'être qu'une rêverie de Tetsuo, et il espère que cela se passera ainsi. Malheureusement, Tetsuo est stupéfait quand il voit à quoi ressemble vraiment le monde. Il est complètement gelé alors que ce devrait être l'été en ce moment. La scène est absolument horrible alors que nous voyons que la planète entière est maintenant recouverte de glace. Tetsuo est complètement stupéfait de voir que le monde est en ruine. Yukio a donné sa vie, mais le monde a quand même fini par être gelé. Tetsuo trouve un peu d'espoir en se demandant si seule cette ville a été touchée. Il se précipite à l'intérieur de la capsule, espérant que le Japon et le reste du monde vont bien. Il vérifie les journaux enregistrés par la capsule de secours, et Tetsuo est horrifié. La planète entière est recouverte de glace, et il ne comprend pas comment c'est possible. Il n'y a eu aucun signe de vie jusqu'à présent, alors il ne peut que se demander si la civilisation a aussi été anéantie. Tetsuo se souvient qu'il a fait une promesse à Yukio de se faire des amis, mais cela sera impossible s'il n'y a pas de gens. Après 22 heures à être déprimé, Tetsuo commence à avoir faim. Il devrait y avoir des rations quelque part sur cette capsule, alors Tetsuo part à leur recherche. Juste à ce moment, Tetsuo entend la voix de Yukio, mais ce n'est qu'un enregistrement. Cela vient des derniers instants de Yukio lorsqu'il a révélé quel était son vrai rêve. Dans ces derniers instants, Yukio voulait que Tetsuo retourne sur Terre et vive une vie normale et heureuse. Mais surtout, il voulait que Tetsuo se fasse énormément d'amis. Tetsuo retrouve sa motivation pour avancer, alors il mange quelques rations et sort. Il prévoit de tenir sa promesse, donc son objectif est de se faire des amis quoi qu'il arrive. Tetsuo dit que la clé pour y parvenir se trouve dans le livre qu'il a lu des centaines de fois. C'est le livre appelé Comment même un Keiju peut se faire des amis, et il est écrit par le professeur Loni Aoki. La première étape sur 777 est de quitter la maison et de rencontrer des gens. Tetsuo est prêt à faire exactement cela, alors il quitte la capsule. La capsule servira de base, et il cherchera des survivants. Il y a de la neige partout et aucun signe de vie. Juste à ce moment, Tetsuo est stupéfait lorsqu'il rencontre un homme étrange. Il trébuche sur le gars pour découvrir qu'il n'est pas du tout vivant. Alors qu'il repose l'homme, Tetsuo pense à quel point les choses sont terrifiantes. Ce type est mort gelé, et c'était si grave qu'il s'est brisé trop facilement. Tetsuo remarque que le gars avait un véhicule, et il est ravi de voir qu'il fonctionne toujours. Il l'utilise pour se déplacer, et il remarque qu'il peut aussi contrôler une pelle avec un levier. C'est une excavatrice, et Tetsuo détermine que c'est un véhicule parfait pour explorer un monde couvert de neige. Il tombe alors sur un trou géant dans le sol et réalise à quel point c'est effrayant. Tetsuo dit que son objectif devrait être de trouver un endroit où les humains vivent peut-être encore, et il réalise que le meilleur endroit serait sous terre. Il va vérifier le trou car il est sûr qu'il y aura des tonnes de gens là-dessous. La première étape sera de leur crier dessus pour qu'ils puissent le laisser entrer. Malheureusement pour Tetsuo, son antisocialité handicapante ne lui permet pas de faire cela. Il n'y a aucun moyen qu'il puisse crier vers un groupe de personnes inconnues. Alors qu'il pense à ses échecs, une bête géante apparaît derrière lui. Tetsuo court pour sauver sa vie, et il ne peut pas croire qu'il y a encore des Keiju dans les parages. Tetsuo se demande s'il devrait s'arrêter et se battre, mais il n'a aucune arme. Son seul espoir est de s'en éloigner, alors il se précipite dans le trou. Au fond, Tetsuo est choqué de voir la terre qu'il a autrefois connue. C'est sa maison, mais elle est complètement gelée. Tetsuo commence à perdre espoir, mais il se souvient de sa promesse à Yukio. Il se relève, mais le Keiju réapparaît. Tetsuo déclare que ce n'est que le début, donc il ne peut pas perdre sa vie maintenant. Il se précipite droit sur le Keiju avec l'excavatrice, et il l'empêche de le dévorer en utilisant la pelle. Alors qu'il combat la bête, Tetsuo analyse la situation. Le Keiju veut le dévorer, et tout ce que Tetsuo a, c'est cette mini-pelle. Heureusement, les attaques du Keiju sont linéaires, donc Tetsuo peut les esquiver. Le seul problème est qu'il n'a aucun moyen de contre-attaquer. Le Keiju attaque à nouveau, et Tetsuo ne peut que la bloquer. Il se calme et se rappelle qu'il a juste besoin de faire ce qu'il a toujours fait. Il doit utiliser tout ce qu'il a à sa disposition et concevoir une façon de gagner. L'attaque du Keiju est incessante, et l'excavatrice de Tetsuo subit d'énormes dégâts. Tetsuo continue de se battre, mais sa pelle finit par se briser. Cela l'arrange car il prévoit d'utiliser le bord tranchant comme une arme. Juste à ce moment, Tetsuo repense à quelque chose que son père lui disait toujours. Son père disait toujours que ce qui rendait Tetsuo important, c'était sa capacité pure à éliminer les Keiju. Tetsuo se précipite sur la bête et utilise le bras de la pelle brisé comme une lance. La bête le consume, mais Tetsuo parvient à la transpercer avec son arme improvisée. Le Keiju est vaincu, et nous voyons d'autres personnes pour la toute première fois. Ils se demandent ce qui s'est passé, et ils ne peuvent pas croire qu'ils sont tombés sur un Keiju entier.
Alors qu'il célèbre, Tetsuo sort de la gueule du Keiju. Tetsuo est choqué de voir d'autres personnes pour la première fois, et elles sont toutes aussi surprises de le voir. Il est ravi d'avoir enfin trouvé des humains, mais ils sont terrifiés parce qu'ils pensent qu'il est une sorte de monstre. Tetsuo devient émotif alors qu'il dit à Yukio qu'il a trouvé des survivants. Malheureusement, ils sont toujours terrifiés par lui, et ils disent à l'esprit maléfique de disparaître. Leur chef nommé Ao lui dit de se calmer car ce gars est visiblement humain. Tetsuo se souvient qu'il est en mission, alors il se rappelle la prochaine étape pour se faire des amis. Après avoir fait la rencontre, Tetsuo est censé faire quelque chose tout en souriant. Il ne se souvient pas de quoi il s'agit, mais il n'y a pas de temps à perdre. Tetsuo leur sourit, mais son sourire hideux ne fait qu'empirer les choses. Les autres sont vraiment terrifiés, et ils traitent Tetsuo de dérangé. Malheureusement pour notre héros, il est épuisé, et il finit par s'évanouir. Tetsuo fait alors un rêve sur un moment où Yukio l'a critiqué pour avoir lu un autre livre de procédure qui n'a aucune objectivité. Tetsuo lui a assuré que celui-ci était différent car il était écrit par quelqu'un nommé Lonely Awaki. Il a dit que le livre devait être bon parce que Lonely était une personne avec plus d'1 million d'amis. La seule préoccupation de Tetsuo était que les gens ne s'intéressent pas à lui quand il n'est pas avec Yukio. Alors que Tetsuo se réveille, il se souvient que la deuxième étape du livre est de s'identifier. Tetsuo remarque qu'il est dans une grotte de glace, et il se demande où sont passés ces gens. Juste à ce moment, il est choqué quand il voit qu'il y a beaucoup plus de gens maintenant. Il y en a des tonnes, et il démonte le Keiju. Tetsuo est déterminé à les faire tous devenir ses amis, mais il réalise qu'il est attaché pour une raison quelconque. Tetsuo n'est pas inquiet car il sait comment se libérer. Il s'est disloqué les bras de nombreuses fois en pilotant Yukio, donc ce n'est pas grave. À proximité, les gens de tout alors célèbrent leur trouvaille. Tout le monde est vraiment ravi d'avoir récupéré ce Keiju, mais Ao sait qu'elle ne peut pas en prendre le crédit. Le gars nommé Nashimura lui dit de ne pas s'inquiéter car il omettra simplement la partie sur qui a vraiment trouvé le Keiju dans son rapport. Il souligne ensuite qu'Ao est là selon les anciens. S'il savait qu'elle sortait en cachette chaque nuit pour explorer la couche des Keiju, il perdrait la raison. Ao lui dit maintenant de ne pas s'inquiéter car elle continuera à faire ce qu'elle veut. Nashimura était celui qui l'a trouvée quand elle était enfant, donc il devient émotif après avoir vu à quel point elle a grandi. Juste à ce moment, les autres se précipitent pour dire à Ao que le gars qu'ils ont attaché s'est échappé. Pendant ce temps, Tetsuo regarde les gens démonter le Keiju. Il ne lui faut pas longtemps pour réaliser que c'est ainsi que ces gens ont réussi à survivre. Le monde a gelé, donc ils utilisent les Keiju pour leurs ressources. Ces gens sont vraiment formidables, et Tetsuo souhaite que Yukio soit là pour les voir. Juste à ce moment, Tetsuo voit qu'un petit enfant joue avec le jouet Yukio. Le gamin s'enfuit cependant, en traitant Tetsuo de bizarre. Malheureusement pour le petit morveux, un morceau de glace est sur le point de l'écraser. Tetsuo passe à l'action, mais il réalise rapidement qu'il n'arrivera pas à temps. Heureusement, il parvient à trouver un poteau, et il l'utilise pour sauver l'enfant. Le père se précipite et gronde l'enfant. Il lui a dit des tonnes de fois de ne pas jouer sous les glaçons, un autre gars a vu ce qui s'est passé, alors il remercie Tetsuo d'avoir sauvé l'enfant. Juste à ce moment, il réalise qu'ils n'ont jamais vu Tetsuo auparavant. Ils le reconnaissent encore en quelque sorte pour une raison, alors il lui demande de quelle section il vient. Tetsuo n'a pas de bonne réponse à leur donner, et son anxiété n'aide pas. Les gars commencent à se méfier de lui, mais l'autre gars les empêche d'embêter Tetsuo. Il est sûr que Tetsuo a ses raisons de ne pas répondre, et cela ne change pas le fait qu'ils lui doivent quelque chose. Peu importe qui il est ou d'où il vient. Le gars se présente comme Takamura, et son fils est Joji. Tetsuo a du mal à lui serrer la main, mais ce n'est pas grave car Takamura prend sa main. Tetsuo se présente à son tour et complète la deuxième étape de son livre. Takamura lui dit d'attendre un moment car il veut lui donner des morceaux de choix de Keiju en guise de remerciement. À proximité, nous voyons qu'Ao et les autres ont tout vu. Furumaki se demande s'il devrait capturer Tetsuo, mais Ao rejette l'idée. Leur travail est de gérer toute menace pour le centre commercial, mais Tetsuo ne correspond pas à cette catégorie. Tetsuo reste un mystère pour eux, mais ils pourront toujours connaître son histoire plus tard. Ao dit qu'il est temps de se mettre au travail, et elle se dirige joyeusement vers le Keiju. Malheureusement, le sol commence à trembler, et un bras géant apparaît de nulle part. Tout le monde regarde alors avec terreur l'arrivée d'un Keiju beaucoup plus grand. Tetsuo n'en croit pas ses yeux car la structure osseuse de ce Keiju ne ressemble à rien de ce qu'il a jamais vu auparavant. Les Keiju que Tetsuo a vus avant ne ressemblent en rien à celui-ci. Tout le monde crie de terreur, et la bête géante écrase un groupe de personnes. Ce spectacle terrifiant lui fait vraiment prendre conscience de la gravité de leur situation. Le monstre est horrible, et Tetsuo se demande comment il va le vaincre. Il n'a plus Yukio, et il n'a aucun moyen de le combattre à main nue. Juste à ce moment, Tetsuo réalise qu'il peut simplement demander aux habitants comment ils gèrent ce genre de Keiju. Malheureusement, il devient clair qu'ils ne seront d'aucune aide. Ils sont figés par la terreur, alors Tetsuo décide qu'il va devoir les faire sortir d'ici. Il y a tellement de gens ici, et Tetsuo n'a pas de bons moyens de les protéger. Un homme essaie de courir pour sauver sa vie,
Mais cela ne fonctionnera pas. Tetsuo essaie de l'arrêter, mais il est trop tard, car le Keiju l'a déjà vu. Heureusement, Ao a pu le sauver juste à temps. L'homme la remercie abondamment, mais elle se frappe étonnamment contre le sol parce qu'elle est furieuse. Le Keiju vient de manger quelqu'un, et elle ne supporte pas l'idée que quelqu'un perde la vie sous sa surveillance. Furumachi lui dit de garder ses ruminations pour plus tard car ils ont du travail à faire. Ils ont tout préparé, alors Ao active les machines à fumer d'urgence. La zone est rapidement couverte de fumée, alors Ao dit à tout le monde de courir. Les habitants commencent à se précipiter vers la sécurité en se rappelant mutuellement de se souvenir de leurs exercices. Tetsuo regarde, émerveillé, car il n'a fallu qu'un mot pour que tout le monde court vers la surface. Tetsuo est soulagé car tout le monde ira bien, mais il remarque que le Keiju se prépare à faire quelque chose. La bête a commencé à reculer, et Tetsuo sent que les choses vont vraiment mal tourner. Cet instinct est dû à son expérience de sauveur qui a tué d'innombrables Keiju. Ce Keiju s'apprête à bondir, et d'autres vies vont s'éteindre à moins qu'il ne fasse quelque chose. Le temps presse, mais Tetsuo ne peut que se demander de quoi il est capable sans Yukio. Juste alors, Takimura dit à Tetsuo de se mettre en sécurité. Tout le monde s'inquiète pour lui, et il l'encourage à courir avec eux. Tetsuo se souvient de ce qu'il a ressenti alors qu'ils devenaient amis, et il réalise ce qu'il doit faire. Au lieu de s'enfuir, Tetsuo n'hésite pas à courir dans la direction opposée. Il court devant le Keiju, espérant détourner son attention de tous les autres. Takimura le supplie d'arrêter, mais Tetsuo a déjà atteint son but. L'attention du Keiju est entièrement sur lui, et Ao ne comprend pas pourquoi Tetsuo risquerait sa vie. Le Keiju le domine facilement, et Tetsuo se fait balloter à chaque attaque. Takimura est tellement inquiet pour lui qu'il doit être retenu. Ao refuse d'abandonner Tetsuo, alors elle se précipite pour le rejoindre. C'est une situation complètement désespérée, cependant, car Tetsuo ne peut plus bouger. Ao se retrouve face à face avec la bête, et nous voyons qu'elle tient Tetsuo dans sa main. Tetsuo a subi trop de dégâts, et sa vie touche à sa fin. Juste à ce moment, le dispositif sur le visage de Tetsuo commence à briller. Nos héros sont alors choqués alors que le plafond commence à se fissurer et que quelque chose s'écrase à travers. L'énorme morceau de métal frappe le Keiju, et Tetsuo n'en croit pas ses yeux. Quelques minutes plus tôt, nous voyons ce qui s'est passé. 42 heures se sont écoulées depuis que la capsule de sauvetage a atterri, et le système a finalement démarré après avoir installé une énorme quantité de données. La capsule de sauvetage a immédiatement trouvé Tetsuo et s'est précipitée vers lui. En s'approchant, Tetsuo pouvait entendre Yukio l'appeler. Il s'avère que c'est l'assurance que Yukio avait laissée derrière lui, et c'est l'assurance qu'il n'avait jamais pensé utiliser. Tetsuo regarde maintenant, choqué, tandis que la capsule de sauvetage commence à se transformer. C'est Yukio, et il dit qu'il est temps pour eux deux de contre-attaquer. Un regard en arrière, il y a 14 ans, montre une époque où la ville était attaquée. Tetsuo et Yukio sont arrivés tandis que le père de Tetsuo regardait calmement. Ils étaient prêts à se battre, mais Yukio a remarqué que ses articulations étaient toutes grinçantes. Kojika a dû s'excuser car il avait oublié de faire une révision à Yuki la veille au soir. Tetsuo était prêt à passer outre, mais il a été choqué de constater que sa boisson avait été remplacée par de l'huile. C'était une autre erreur de Kojika, alors il a dû s'excuser à nouveau alors que leur bataille commençait. Après avoir gagné le combat, les gars sont retournés à la base pour voir que Kojika les avait encore abandonnés. Ils n'étaient toujours que tous les deux, alors Yukio a été le premier ami que Tetsuo ait jamais eu. Après l'autodestruction de Yukio, Tetsuo a été laissé à voler dans l'espace tout seul pendant plusieurs jours. Alors qu'il pensait à Yukio, il a réalisé qu'il avait un trou géant dans son cœur. Il ne s'est jamais refermé, et il ne s'est jamais estompé. Il ne pouvait que faire comme si c'était le cas, et il supposait que ce serait toujours ainsi. C'est pourquoi Tetsuo n'en croit pas ses yeux alors qu'il regarde Yukio devant lui. Il n'y a pas de temps pour discuter, cependant, car le Keiju commence à attaquer. Yukio agit immédiatement et porte un coup dévastateur. Il déclare qu'au moment de l'explosion, il s'est transféré dans la capsule. L'installation a pris beaucoup de temps, c'est pourquoi il ne pouvait le révéler que maintenant. Yukio devient émotif en disant à Tetsuo qu'il est enfin à la maison. Notre héros ne peut retenir ses larmes alors qu'il accueille le seul ami qu'il ait jamais eu. Tout le monde regarde, complètement choqué, mais ils font remarquer que le Keiju est toujours vivant. Yukio peut dire que la bête est assez contrariée, mais cela n'a pas d'importance. Il déclare que tout Keiju qui apparaît devant lui et Tetsuo n'a aucune chance de survivre. Yukio dit que cela reste vrai, même s'il n'a aucune arme décente à proprement parler. Tetsuo n'en croit pas ses oreilles, alors Yuki lui rappelle que ce nouveau corps n'est rien de plus qu'une capsule de sauvetage. En termes de spécifications, il est encore plus modeste qu'un prototype. Tetsuo se demande ce qu'ils vont faire, alors Yukio dit que tout s'arrangera parce qu'ils sont à nouveau une équipe. Les choses sont comme au bon vieux temps quand Tetsuo dit à Yukio qu'il est bien trop optimiste. Les habitants continuent de regarder avec incrédulité car Tetsuo semble parler au robot. Il s'approche un peu trop, cependant, alors Ao doit leur rappeler à quel point le Keiju est dangereux. Le Keiju commence à s'enrouler à nouveau, et Yukio reconnaît très bien sa posture.
La bête muscle ses pattes avant et son cou en préparation pour attaquer sa proie. Le Keju lance son corps géant sur nos héros et cause une destruction massive. Heureusement, ils ont sauté hors du chemin, et la bête s'est juste écrasée contre un mur. Yukio a mis Tetsuo dans la capsule, et il dit qu'il n'aurait pas eu une chance si cette attaque les avait touchés. Le Keju recule à nouveau, et Tetsuo détermine qu'il peut les bombarder d'attaques autant qu'il le veut. Il sera trop tard s'ils attaquent après avoir esquivé, donc il doit faire quelque chose. La bête recule encore plus cette fois, et même les habitants peuvent dire qu'elle fait quelque chose de terrifiant. Ils se demandent si ces gars iront vraiment bien, et une personne déclare qu'ils iront bien. Tout le monde demande comment il peut en être sûr, alors il leur rappelle qu'ils ont déjà vu cela auparavant. Ils ne savent pas ce qu'il veut dire, alors tout le monde regarde de plus près. Le Keju déclenche son attaque à nouveau, alors nos héros se préparent à contre-attaquer. Alors qu'ils se préparent au combat, les habitants se souviennent de cette scène. La bête fonce à nouveau dans les airs, mais cette fois, nos héros la frappent au cou. C'est leur attaque robot One Sword Steel Diablo, et elle coupe complètement la tête de la bête. Les habitants sont absolument stupéfaits, et Ao ne pourrait être plus émerveillé. Le Keju géant est enfin vaincu, alors tout le monde acclame dans la célébration. Les yeux d'Ao s'écarquillent alors qu'elle admire notre héros et l'attaque qu'il vient d'utiliser. Il a tranché le Keju en tournant et a utilisé cet élan pour lui couper la tête. Le Keju se déplaçait à une vitesse aveuglante, mais Tetsuo a quand même réussi à le voir. Leur célébration continue, mais quelque chose d'inquiétant se produit à 100 km de là. Cet endroit est Tokyo, et là nous voyons un type de Keju totalement différent. Cette chose est également un géant, mais elle ressemble beaucoup plus à un humain que les autres. Après avoir vaincu le Keju géant, Tetsuo et Yukio sont escortés jusqu'au centre commercial où vivent les survivants. Tetsuo n'arrive pas à croire qu'on les y emmène réellement, et il est juste content d'avoir réussi à vaincre le Keju. Pendant le trajet, Yukio évoque le choc que représente le fait que la planète entière est gelée en seulement 10 ans. Tetsuo est d'accord et dit qu'il était absolument stupéfait lorsqu'il a atterri seul sur Terre pour la première fois. Il s'émeut à nouveau en disant à Yukio à quel point il est content qu'il soit encore en vie. Yukio lui demande d'arrêter de fondre en larmes à chaque fois qu'il parle, car cela rend la conversation vraiment difficile. Tetsuo s'excuse, mais Yukio s'émeut aussi. Voir les larmes de Tetsuo à chaque fois l'affecte également, et il admet qu'il est aussi content qu'ils aient pu se revoir. L'un des gars du groupe dit qu'il devrait être bien loti pour un moment avec toute cette viande de Keju. Une fille dit que le robot sauveur est vraiment impressionnant, et elle se tourne vers Ao pour voir si elle est d'accord. Ao ne répond pas car elle est déjà partie loin. Elle s'est approchée de Tetsuo et elle lui tend une boîte d'ananas. Elle explique qu'aujourd'hui, il garde ce genre de choses pour les célébrations spéciales. Yukio la remercie, mais Tetsuo oublie encore comment utiliser ces mots. Yukio se demande comment Ao est même monté là-haut, et il rappelle à Tetsuo qu'il a vraiment besoin de travailler ses compétences en communication. Ao explique que la boîte d'ananas est un objet ultra précieux qui ne peut plus être fabriqué. Les choses sucrées sont incroyablement rares dans ce monde désormais, et l'ananas ne fait pas exception. Ao sent déjà le parfum sucré émanant de la boîte, et même elle est émerveillée. Tetsuo fixe la boîte et se demande s'il est vraiment acceptable pour lui d'avoir quelque chose d'aussi précieux. Ao hésite entre lui demander de le manger et lui dire immédiatement de ne pas le faire. Elle se reprend rapidement et l'ordonne de le manger maintenant, tant qu'elle a encore le contrôle. Elle explique que Tetsuo et Yukio ont sauvé leur vie à tous, et elle veut leur rendre l'appareil avec quelque chose d'aussi précieux. Elle les remercie ensuite sincèrement tous les deux pour tout ce qu'ils ont fait. Tetsuo décide que le manger serait la chose polie à faire, alors il se lance. Ao lui dit d'y aller, et Tetsuo commence à manger l'ananas. Il est complètement submergé par son délice, mais Ao panique après une seule bouchée. Tetsuo se demande s'il a mal fait quelque chose, mais Ao explique que ce n'est pas ça. C'est juste douloureux pour elle de voir la quantité absolue d'ananas dans ce monde diminuer. Après avoir fini la boîte, Tetsuo remercie Ao pour le repas. Ao lui dit qu'elle n'est pas seulement venue ici pour lui donner l'ananas. Elle voulait aussi se présenter et lui offrir des informations. Elle se présente formellement comme Ao Nagi et remercie à nouveau Tetsuo de les avoir sauvés. Tetsuo se présente nerveusement en retour et dit qu'il est ravi de la rencontrer. Intérieurement, Tetsuo est ravi car il s'est à nouveau identifié. Dans le cadre de sa présentation, Ao dit que son plat préféré est la gelée de haricots rouges coûteuse. Yukio n'arrive pas à croire qu'elle ait perdu la tête pour l'ananas, alors que ce n'était même pas son aliment préféré. Ao lui dit qu'il y a autre chose qu'elle veut partager avec lui, et elle dit qu'elle aimerait lui raconter ce qui s'est passé il y a 10 ans. Tetsuo hésite un instant, mais il lui dit qu'il aimerait beaucoup entendre cela. Il y a 10 ans au Japon, un étrange Keju est apparu de la mer. Voir des Keju n'était rien de spécial car les gens y étaient habitués, mais il y avait quelque chose de différent chez celui-ci. Celui-ci était complètement différent de tout ce que quiconque avait jamais vu, et 3 choses le rendaient vraiment anormal. D'une part, il avait clairement pris une forme humanoïde. Deuxièmement, il n'était pas apparu de l'espace comme les autres, mais de la mer. En plus de cela, il était accompagné d'une étrange sphère flottante blanche. Les soldats ne savaient pas ce que c'était, mais ils décidèrent de simplement l'éliminer.
Alors qu'ils se préparaient au combat, les soldats se plaignaient de la chaleur qu'il faisait à l'intérieur de leur mécha. Cela changea rapidement, cependant, car la température à l'intérieur des robots commença à chuter rapidement. L'eau commença à geler, et les sphères se multiplièrent avant que le Keju ne les envoie. En peu de temps, ces sphères blanches apparurent partout sur le globe. Elles continuèrent leur assaut et se multiplièrent en se répandant dans le monde entier. Chaque fois qu'elles entraient en contact avec quelque chose, les sphères gelaient tout dans la zone. Un vent féroce de degré zéro absolu s'engouffra et éteignit d'innombrables vies humaines avec facilité. Depuis ce jour, la planète ne s'est plus jamais réchauffée, et tout a commencé il y a seulement 10 ans. Tetsuo et Yukio sont horrifiés d'entendre cela, et ils se demandent comment tout cela a pu arriver juste après leur départ. Ils n'arrivent pas à croire que tout cela ait été fait par un seul Keju, et ils se demandent à quel point il est puissant. Ils veulent savoir où était la force de défense anti-Keju, et Ao confirme qu'elle sait qui ils sont. Yukio dit qu'ils sont tous des professionnels en matière de combats anti-Keju, alors ils n'ont pas pu rester les bras croisés à ne rien faire. Ao explique que c'était tout simplement trop soudain, compte tenu des dégâts catastrophiques soutenus lors du premier gel. Ceux qui ont survécu ont fait de leur mieux pour protéger les gens, mais il n'a pas fallu longtemps avant que d'autres Keju ne recommencent à pleuvoir de l'espace. Ao ne pense pas qu'ils aient été complètement anéantis, cependant, car toutes sortes de rumeurs circulent. L'une d'elles est qu'il y a un centre commercial spécifiquement pour les survivants du jour E, mais il y a apparemment une lutte de pouvoir qui s'y déroule. Tetsuo et Yukio disent que certains d'entre eux doivent encore être en vie, et Ao leur dit qu'elle espère qu'ils pourront revoir les autres. Un peu plus tard, Ao dit qu'ils sont presque arrivés, et elle dit au gars de se préparer. Furamaki dit à Tetsuo de ne pas décevoir Ao par sa réaction, et Tetsuo est simplement ravi d'entendre quelqu'un l'appeler par son nom. Il tourne un coin, et Ao annonce qu'ils sont arrivés au centre commercial Mishima. Tetsuo est émerveillé quand il le voit car il est construit à l'intérieur même d'une fissure dans la glace. Furamaki dit que c'était probablement un collège avant, et il espère que ce n'est pas une déception. Tetsuo dit que non, absolument pas, car il y a tellement de gens ici. Juste à ce moment, tout le monde à l'intérieur du centre commercial remarque qu'Ao est revenu. Les gens commencent à se demander si cela signifie que le sauveur est revenu aussi le jour où a fait un retour triomphal. La foule grossit, et tout le monde est excité de voir Tetsuo et Yukio. Il leur souhaite la bienvenue et les félicite d'être revenus. Tetsuo n'en croit pas ses yeux car il y a tellement de gens qui les célèbrent. Ils veulent que Tetsuo prenne la pause, et ils l'appellent Herculéan alors qu'il s'exécute. Ao prend ensuite un moment pour expliquer comment la vie fonctionne dans le centre commercial. Environ 200 personnes vivent ensemble, et chacun a un rôle spécifique. En un mot, il y a des gens qui sortent pour rassembler des ressources culturelles, et puis il y a des gens qui restent à l'intérieur et gèrent l'infrastructure qui permet au centre commercial de fonctionner. Il y a un département des matériaux, un département de la vie quotidienne, une équipe de démantèlement, un département d'excavation, un département d'entrepôt et un département technologique. Tetsuo est profondément impressionné, et il pense que tout le monde ici est tout simplement incroyable. Il demande à Ao duquel elle est la chef, et elle répond que c'est du département de la comptabilité. Tetsuo est pris au dépourvu par cette réponse car elle se battait tout à l'heure. Furamaki devine qu'il se demande probablement pourquoi Ao était dans l'antre du Keju en premier lieu. Il explique qu'Ao n'est vraiment pas censé quitter le centre commercial du tout, mais qu'elle s'échappe à chaque fois. Ao voit que certaines personnes les attendent avec colère, alors elle dit qu'il est temps qu'ils aillent se faire gronder à nouveau. Avant de partir, elle dit à Tetsuo que Takamura a proposé de s'occuper de lui. Takamura dit qu'il veut montrer à Tetsuo un endroit très spécial, et il l'emmène à une source chaude. Tetsuo est sans voix et n'en croit pas ses yeux. Il a passé 10 ans dans l'espace, et tout ce qu'il a rencontré depuis son retour sur Terre a été glacial. Takamura sourit et lui dit qu'il a fait en sorte que Tetsuo puisse en profiter seul. Il ajoute rapidement que lui et son fils se joindront également à lui. Alors que l'eau chaude le détend, Tetsuo remarque quelque chose d'étrange. Il se demande pourquoi le centre commercial est chaud en premier lieu, car quand il est descendu de Yukio, le centre commercial était le seul endroit où il n'y avait aucune neige autour. Takamura remarque que Tetsuo est plongé dans ses pensées, et il lui dit de se concentrer sur l'eau pour l'instant. Takamura révèle alors qu'un Keju est enterré sous ce centre commercial. Tetsuo est choqué d'entendre cela, mais Takamura lui assure que c'est complètement sûr. Il lui dit d'écouter attentivement car il va lui raconter l'histoire du dompteur de Keju qui les a tous sauvés. 11 mois après le grand gel, les survivants étaient dans un état désespéré. Ils se déplaçaient d'un endroit à l'autre à la recherche d'un abri, mais les Keju avaient tout envahi. À ce stade, ils avaient complètement manqué de nourriture et mouraient de faim. Un jour, quelqu'un trouva la carcasse d'un Keju, et ils étaient si désespérés que tout le monde en mangea. Cela finit par coûter la moitié de leur vie, car la plupart des corps rejetèrent complètement la chair d'une créature extraterrestre. Les chanceux dont les corps ne rejetèrent pas la chair survécurent. Ceux qui choisirent de ne pas en manger moururent bientôt de froid. C'était une situation horrible, mais les survivants devaient continuer à avancer. Pendant l'un de ces moments désespérés, Ao avait du mal à suivre le groupe. Elle n'avait presque plus d'énergie, et elle devait être portée.
L'un des hommes suggéra qu'il la laisse simplement derrière parce qu'elle les ralentissait. L'enseignant d'Ao refusa d'entendre cela et demanda comment on pouvait dire une chose pareille. L'homme fit remarquer qu'Ao était malade depuis qu'elle avait mangé la chair du keju, et que ce n'était qu'une question de temps avant qu'elle ne crache du sang et ne meure comme les autres. Juste à ce moment, un keju apparut, et tout le monde se mit à courir. Certains se figèrent de peur, mais seulement parce qu'un autre keju se trouvait derrière eux. Après s'être éloignés, ils remarquèrent que les deux kejus se faisaient face. L'enseignant d'Ao réalisa alors que, dans la confusion, il l'avait accidentellement laissée derrière. Takamura était déterminé à retourner la chercher, mais tout le monde l'en empêcha. Ils dirent que c'était inutile car elle était déjà comme morte. Takamura s'emporta et dit qu'il était mal d'abandonner la vie d'un enfant, quelles que soient les circonstances. Il déclara qu'en tant qu'être humain, ce n'était pas acceptable d'abandonner quelqu'un. Le groupe lui rappela qu'il n'y avait plus de sauveur, mais Takamura refusa d'abandonner. Pendant ce temps, Ao était complètement seule et au bord de la mort. Elle ne pouvait plus bouger, et pour une raison inconnue, ses cheveux étaient devenus blancs. Une voix mystérieuse commença à lui parler dans sa tête, et lui demanda ce à quoi elle pensait face à sa propre mort. Ao réalisa que cette voix lui parlait depuis qu'elle avait mangé la chair du keju, et elle comprit maintenant qu'elle venait du keju lui-même. Le keju lui dit qu'elle allait mourir, et qu'il trouvait les émotions des humains fascinantes. Ao ne pouvait penser qu'à une chose, elle ne voulait pas que sa vie se termine. Il y avait tant de choses qu'elle n'avait pas encore vécues, comme tomber amoureuse et participer aux Jeux Olympiques. Elle voulait manger des pancakes chauds car elle ne voulait pas que son dernier repas soit de la viande de keju. Ao avait peur de la douleur et de perdre la vie, alors elle pleura. La voix apprécia beaucoup d'entendre cela car c'étaient les émotions qu'elle envisageait. Elle lui dit qu'elle s'attendait à ce qu'elle ressente de la peur, du désespoir, des regrets, et surtout de la haine envers les humains qui l'avaient abandonnée. Ao prit un moment pour réfléchir à tout, puis dit calmement qu'elle ne ressentait aucune haine du tout. Elle dit au keju qu'elle ressentait en fait un immense amour pour les gens qui l'entouraient. Le keju était complètement déconcerté par cela et lui dit que c'était incompréhensible. Ao continua à expliquer exactement qui étaient ces gens pour elle. Elle décrivit comment aimait Madame Takamura partageait toujours la nourriture avec les enfants même quand ils n'en avaient pas assez pour eux-mêmes. Elle parla de son enseignant, qui est complètement peureux, mais qui prenait toujours soin des enfants quoi qu'il arrive. C'est juste qu'ils sont tous, et Ao dit au keju qu'elle les aime chacun d'eux. Ao utilisa ses dernières forces pour se lever, et elle déclara qu'elle voulait les protéger. Elle se souvint avoir entendu quelqu'un dire qu'il n'avait plus de sauveur, alors elle dit qu'ils avaient toujours elle. Le keju rugit en sa direction, mais Ao ne broncha pas. Elle déclara qu'elle le déchiquetterait de l'intérieur et annonça que les humains gagneraient. Le keju l'attaqua, mais l'autre keju l'en empêcha. Le keju dans sa tête dit que tout ce qu'elle disait était incompréhensible. Il trouvait toute cette histoire incroyablement intéressante, et il ne comprenait pas comment une si petite enfant humaine pouvait parler de protéger tout le monde tout en faisant face à la mort. Le keju qui la protégea acquit une sorte de nouveau pouvoir, et même Ao fut choquée quand elle aussi fut couverte de flammes. Tous ceux qui regardaient n'en croyaient pas leurs yeux en réalisant qu'Ao avait en quelque sorte réussi à se connecter au keju. Les deux étaient en synchronisation, alors tout le monde se demanda si elle était une sorte de dompteuse de keju. Rien de tel ne s'était jamais produit auparavant, alors ils se mirent à l'appeler leur sauveuse. Le keju dit à Ao qu'il était intéressé par ses pensées et ses émotions. En échange de plus de cette connaissance, il utiliserait son nouveau pouvoir pour les protéger tous. Tant qu'elle continuerait à lui montrer ses émotions, il promit de garder la terre chaude. De retour au présent, on montre à Tetsuo le keju sous le centre commercial, et il n'en croit pas ses yeux. Merci d'avoir regardé mon récapitulatif. Assurez-vous d'aimer la vidéo.